Bon les amis, alors aujourd'hui, on assiste à une situation carrément délirante, et honnêtement, plus j'analyse ces chiffres, plus je me dis qu'on est en train de vivre un moment charnière dans l'histoire économique récente. Et avant d'aller plus loin, laissez-moi vous dire une chose, si ce genre d'analyse vous parle, pensez à vous abonner dès maintenant, parce qu'on va décortiquer ensemble des dynamiques qui vont façonner l'économie mondiale pour les années à venir. Alors mettons de côté les soucis évidents, laissons tomber la flambée des prix qu'on connaît déjà tous. Laissons tomber pour l'instant l'explosion de la bulle de l'IA dont tout le monde parle. Le système alimentaire américain traverse une crise sérieuse et structurelle, et ça devrait tous nous alarmer, peu importe où on vit dans le monde, parce que quand la première puissance agricole mondiale vacille, les répercussions se propagent partout. Pas plus tard que la semaine dernière, Trump en personne a proclamé l'état d'urgence alimentaire aux États-Unis. Une déclaration qui, il y a encore un an, aurait semblé impensable pour la plus grande économie du monde. Il cherche désormais à faire venir en urgence des engrais phosphatés vers le territoire américain. Et franchement, cette situation vient sérieusement fragiliser toute la logique derrière la guerre contre l'Iran, ainsi que la guerre commerciale mondiale lancée par son administration. Les deux se sont sabotées elles-mêmes depuis le tout début, et on commence enfin à en voir les conséquences concrètes sur le terrain. Or, cette déclaration d'urgence permet justement aux Américains de lever les droits de douane sur les engrais en provenance du Maroc. C'est un revirement assez remarquable quand on y pense. Enfin, Trump semble saisir le lien de cause à effet qui était pourtant prévisible depuis longtemps. À force de mener une guerre commerciale tous azimuts, les engrais essentiels à l'agriculture ont manqué pendant beaucoup trop longtemps. Les frais de transport, eux, ont grimpé en flèche au même moment, créant une véritable tempête parfaite pour les producteurs. Résultat concret, les fermiers américains déboursent aujourd'hui entre 30 et 40% de plus pour les intrants nécessaires à la production alimentaire de base. C'est un signal d'alarme qu'on ne peut plus ignorer. Ce à quoi on assiste réellement, c'est un recul déguisé des tarifs douaniers que Trump lui-même avait imposés avec tant de fierté, tout ça maintenant pour tenter de sécuriser des chaînes d'approvisionnement devenues vitales. Et si cette vidéo vous aide à mieux comprendre les rouages de cette crise, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça aide énormément à faire connaître ce genre de contenu. Le Maroc, dans cette histoire, va désormais devenir la référence pour les autres pays qui fournissent des ressources essentielles aux États-Unis. Un modèle que Washington pourrait bien reproduire ailleurs dans le monde selon les besoins. Le Maroc contrôle actuellement 31% des parts de marché mondial dans les engrais phosphatés, ce qui n'est pas rien. C'est le premier exportateur mondial dans ce secteur stratégique. Et il détient également 70% de toutes les réserves mondiales de phosphate connues. Une position quasi monopolistique qui lui donne un poids géopolitique considérable dans les négociations à venir. La suppression de ces barrières commerciales devrait permettre aux fermiers américains d'économiser environ 10 à 20% sur leurs coûts d'engrais, ce qui représente près de 2 milliards de dollars d'économie annuelle à l'échelle du pays. Un chiffre impressionnant sur le papier. Est-ce que ça va réellement aider les agriculteurs sur le terrain? Oui, un peu, sans aucun doute. Mais soyons lucides, c'est surtout Trump qui colle un pansement sur une plaie qu'il a lui-même infligée à travers toute cette guerre tarifaire mondiale qu'il a orchestrée. On répare aujourd'hui les dégâts d'hier, sans vraiment s'attaquer aux causes profondes du problème. Et justement, la crise que traversent les fermes américaines va bien plus loin que le simple coût des engrais. C'est important de le comprendre. C'est un problème profondément structurel qui couve depuis des années. Entre 2023 et 2025, les faillites agricoles ont bondi de façon absolument vertigineuse à travers tout le pays, touchant aussi bien les petites exploitations familiales que les grandes fermes industrielles. Le facteur principal derrière cette hécatombe, l'explosion des taux d'intérêt, qui rend le remboursement des prêts agricoles totalement intenable pour des milliers de producteurs. La guerre commerciale, elle, est venue empirer une situation déjà fragile. Le prix des équipements agricoles, des tracteurs au système d'irrigation, a grimpé de 20 à 50% en quelques années à peine. Une grande partie de ces équipements et pièces détachées provenant justement de Chine, désormais frappées de tarifs douaniers massifs. Du jour au lendemain, les coûts de production des fermes explosaient de tous les côtés à la fois. Engrais, équipements, transport, financement, rien n'était épargné. Et voilà où la solution imaginée par Trump devient franchement bizarre, presque surréaliste. Et voilà, il veut maintenant que l'Iran achète des produits agricoles américains en utilisant ses propres fonds gelés depuis des années. Sérieusement, prenez un instant pour digérer ça. Il ordonne littéralement à l'Iran de dépenser son argent débloqué pour acheter du maïs, du soja et du blé américain, comme si c'était la solution évidente à une crise agricole d'ampleur nationale. Et c'est ça, tenez-vous bien, le grand plan officiel pour sauver les fermiers américains. Les États-Unis tentent en réalité de subventionner leurs propres agriculteurs en fabriquant artificiellement de la demande grâce au pouvoir d'achat iranien, plutôt que de s'attaquer aux vraies racines du problème. Voilà à quel point la situation est devenue désespérée dans les coulisses de Washington. Si vous trouvez cette analyse pertinente, partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse à la géopolitique économique, ça permet vraiment de faire grandir cette communauté. Écoutez ce qu'en dit l'un des responsables directement impliqués dans ces négociations. Ils ont 300% d'inflation. Ils ne gagnent pas d'argent.
Donc on va prendre une partie de cet argent et on va les faire acheter. Ils ont besoin de nourriture, ils ont besoin de maïs, de blé et de soja. Et ce seront exclusivement nos fermiers américains qui vont fournir tout ça, en supposant qu'on arrive là où on devrait arriver. Je pense qu'on va y arriver. Leur force a disparu. Leur bravade a disparu, même s'ils gardent une façade plutôt solide. La seule chose qui leur reste, c'est les fake news. Mais le vrai problème sous-jacent devient parfaitement évident quand on regarde les chiffres de près, sans filtre politique. Les États-Unis sont désormais officiellement importateurs nets de nourriture, un renversement historique pour un pays qui s'est longtemps vanté d'être le grenier du monde. Le déficit commercial agricole américain a atteint 41 milliards de dollars l'an dernier, un record inquiétant. Les exportations agricoles américaines s'effondrent progressivement parce que d'autres pays trouvent de meilleures offres ailleurs sur le marché mondial, notamment auprès du Brésil, devenu l'un des plus gros concurrents directs des États-Unis dans ce secteur stratégique. Et c'est précisément pour ça, dans cette logique un peu tordue, que Trump veut l'argent iranien à tout prix. Il cherche à rediriger directement le pouvoir d'achat iranien vers les fermiers américains pour gonfler artificiellement une demande qui s'effondre naturellement ailleurs. L'évidence vient justement de confirmer publiquement que cet accord agricole fait bel et bien partie de l'agenda des négociations avec Téhéran. On vit littéralement dans une zone crépusculaire économique en ce moment, où plus rien ne semble suivre une logique classique. Et cet argent servirait ensuite à acheter du soja, du maïs et du blé américain, au bénéfice du peuple iranien. Et si les avoirs iraniens venaient à être débloqués un jour, ils serviraient à enrichir les fermiers américains tout en nourrissant la population iranienne. Si le reste du monde refuse progressivement d'acheter les produits agricoles américains, peut-être que l'Iran pourra être forcé, ou du moins fortement incité à compenser ce manque à gagner. Mais la vraie question, la question centrale, c'est de savoir si la demande iranienne peut ne serait-ce que s'approcher de ce qui a été perdu avec la Chine ces dernières années. Depuis le pic de 2022, les importations chinoises de produits agricoles américains se sont effondrées de façon absolument spectaculaire. Rien que sur le soja, les achats chinois ont chuté de 14 milliards de dollars en une seule année, un chiffre qui donne le vertige. Au total, on estime qu'au moins 20 et 1 milliard de dollars de commerce agricole avec la Chine ont été perdus purement et simplement. Et les États-Unis paniquent complètement à ce sujet en coulisses. Le ministre iranien de l'Agriculture a lui-même déclaré, sans détour, que tout accord dépendrait entièrement des conditions proposées sur la table. Si les chiffres n'ont pas de sens économique pour l'Iran, le pays ira tout simplement s'approvisionner ailleurs, comme n'importe quel acteur rationnel le ferait. Et le calcul des avoirs gelés ne joue même pas vraiment en faveur de Trump dans cette équation. L'Iran pourrait ne récupérer que 10 à 12 milliards de dollars d'avoirs gelés pour le moment. Une somme bien loin de ce qui serait nécessaire pour compenser le vide laissé par la Chine. Même les fermiers américains eux-mêmes, sur le terrain, se montrent très sceptiques quant à la capacité de Trump à concrétiser réellement ce plan ambitieux. Il y a tout simplement trop d'obstacles diplomatiques, logistiques et commerciaux sur la route pour que ça fonctionne comme prévu. Et pendant qu'on est sur le sujet, si vous voulez suivre l'évolution de ce dossier au fil des semaines, c'est le genre de contenu qu'on continue à traiter régulièrement ici. Donc n'hésitez pas à activer la petite cloche de notification. La vérité qui dérange, celle que peu de gens veulent vraiment entendre à Washington, c'est que les États-Unis ont désespérément besoin du retour de la demande chinoise, parce que la Chine reste de très loin le plus grand consommateur alimentaire au monde. Après le sommet Trump-Xi, la Chine s'est officiellement engagée à acheter 25 millions de tonnes de soja américain par an. Une annonce qui a fait beaucoup de bruit à l'époque. Mais dans les faits, l'USDA n'a enregistré que 15 millions de tonnes de commandes réellement confirmées jusqu'à présent. Et pire encore, toutes ces commandes ne sont même pas garanties comme étant destinées spécifiquement au marché chinois. La sécheresse de la demande pour les exportations agricoles américaines est donc loin, très loin d'être terminée. Pendant que Trump supplie discrètement l'Iran d'acheter des produits agricoles américains, il pourrait bientôt devoir implorer quelque chose de bien plus grave, de bien plus fondamental pour l'économie américaine. Il devra supplier le monde entier, et les investisseurs institutionnels internationaux, de continuer à acheter la dette et la monnaie américaine comme ils l'ont toujours fait. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes, parce qu'une étude choc menée récemment auprès des banques centrales mondiales vient tout juste de sortir, et les résultats sont sans appel. Les banques centrales du monde entier prévoient de réduire activement leurs réserves en dollars sur le long terme, de façon délibérée et planifiée. Si ce n'est pas là un désaveu collectif et formel du système du dollar tel qu'on le connaît depuis des décennies, alors franchement, rien ne peut l'être. Les banques centrales prévoient collectivement de réduire leur exposition au dollar de 3 points de pourcentage d'ici les prochaines années. Ça peut sembler modeste sur le papier, mais c'est en réalité un changement massif, vu la part encore colossale que représente le dollar dans les réserves mondiales actuelles. En parallèle de cette baisse programmée, elles prévoient d'augmenter leurs réserves en yuan chinois de 13%, un bond considérable pour une monnaie qui était encore marginale sur la scène internationale, il y a quelques années à peine. C'est un mouvement significatif qui montre à quel point le renminbi est devenu, aux yeux des institutions financières mondiales, une alternative crédible et viable comme monnaie de réserve internationale.
Et la logique derrière ce virage stratégique est en fait assez simple à comprendre. Une monnaie existe fondamentalement pour être échangée contre des biens et des services dans le commerce international. Or, la Chine est devenue l'usine du monde, un statut qu'elle consolide année après année. Elle est le premier partenaire commercial pour 73% des pays de la planète, soit au moins 150 et un nation réparties sur tous les continents. Et quand la Chine devient votre principal partenaire commercial, détenir davantage de yuan devient tout simplement une évidence économique rationnelle, peu importe les considérations géopolitiques. Certains pourraient objecter ceci, et c'est une objection légitime. La Fed va probablement relever ses taux d'intérêt, ce qui renforce artificiellement la valeur du dollar sur les marchés. Est-ce que ça ne devrait pas logiquement attirer davantage d'acheteurs vers le dollar? On pourrait en effet entrer dans un nouveau cycle de resserrement monétaire pluriannuel si l'inflation reste tenace comme elle l'est actuellement. L'indice du dollar pourrait grimper de 100 aujourd'hui jusqu'à 110 dans le pire des scénarios envisagés par les analystes. Mais voici le paradoxe. L'étude des banques centrales montre exactement l'inverse de cette logique intuitive. La part du dollar dans les réserves mondiales devrait chuter de 57% à 52% d'ici 2035, selon les projections actuelles. Et à sa place, on verra progressivement davantage d'euros, davantage de yuan chinois, et bien entendu, beaucoup plus d'or physique. Même un dollar plus fort à court terme ne freinera donc pas les achats d'or massifs des banques centrales sur le long terme. Des investisseurs institutionnels gérant collectivement plus de 10 000 milliards de dollars à travers le monde ont clairement indiqué, dans cette même étude, que l'or restera une part permanente et croissante de leur portefeuille, absolument peu importe la force relative du dollar sur les marchés d'échange. Scott Bessent, de son côté, vient une fois de plus de rappeler au monde entier son ambitieux plan pour restaurer la domination mondiale du dollar américain. Il utilise même désormais la nouvelle signature de Trump apposée sur le billet redessiné de Benjamin Franklin comme une sorte de vitrine symbolique destinée à rassurer les marchés mondiaux. Selon lui, les États-Unis sont fermement sur la voie d'une croissance économique sans précédent, d'une domination durable et incontestée du dollar, ainsi que d'une solidité budgétaire retrouvée. Le problème, c'est que le monde n'y croit tout simplement pas, malgré tous les efforts de communication déployés. Il n'y croit même pas à moitié, à en juger par les mouvements de capitaux observés ces derniers mois. Et les chiffres, eux, confirment pleinement ce scepticisme généralisé chez les investisseurs institutionnels. Sa version personnelle de la croissance économique reposerait en réalité sur des dépenses déficitaires sans fin, un modèle intenable à long terme, selon la plupart des économistes sérieux. Il n'existe aujourd'hui aucun plan crédible pour réellement réduire ce déficit structurel qui continue de se creuser mois après mois. Et l'idée même d'une solidité budgétaire retrouvée, venant d'une économie qui ajoute 5 milliards de dollars supplémentaires à sa dette nationale chaque jour, c'est du vide, au mieux, voire de la pure communication politique. Le calcul autour de la détention d'obligations américaines aujourd'hui plaide contre la domination durable du dollar, bien mieux que n'importe quel argument théorique ne pourrait le faire. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans avoisine actuellement 4,5%, alors que l'inflation CPI atteint déjà 4,2% sur la même période. Votre rendement réel, une fois l'inflation déduite, tourne donc autour de 0,3%, soit environ 30 points de base par an. Et ce pour 10 longues années de risque de durée immobilisé dans ces titres. C'est tout simplement absurde quand on y réfléchit calmement. Est-ce que vous accepteriez, vous, de bloquer votre argent pendant 10 années entières, en vous exposant à une possible dévaluation du dollar et au risque de sanctions internationales, juste pour gagner 0,3% par an en termes réels? Vous devriez logiquement exiger bien plus, disons 30%, pour accepter ce niveau de risque prolongé. Et la plupart des investisseurs rationnels, tout comme les grandes banques centrales elles-mêmes, répondent clairement non à cette question aujourd'hui. Donc la dédollarisation ne va certainement pas s'arrêter à cause de quelques discours optimistes venus de Washington. Les bénéfices à détenir des dollars sont tout simplement devenus trop maigres par rapport aux risques encourus sur le long terme. Et même si on suppose, avec beaucoup d'optimisme et de bonne volonté, que les États-Unis ne militarisent plus jamais le système du dollar à l'avenir, le calcul financier de base ne fonctionne toujours pas en leur faveur. Un rendement réel de 0,3% sur 10 ans de risque souverain, ce n'est franchement pas une proposition très attrayante pour qui que ce soit. Il existe également une raison structurelle fondamentale, et pas seulement conjoncturelle, qui explique pourquoi de moins en moins de banques centrales vont continuer à accumuler des réserves en dollars dans les années à venir. Les États-Unis ne sont tout simplement plus le premier partenaire commercial mondial en biens et en marchandises. La Chine a clairement pris cette place stratégique, et l'a consolidée au fil des années. Elle est désormais le partenaire commercial dominant pour 73% de tous les pays du monde, soit au moins 150 et un nation sur les 5 continents.
Alors que la Chine continue d'étendre méthodiquement ses relations commerciales à l'échelle mondiale, les règlements financiers se déplacent naturellement vers des devises bilatérales plutôt que vers le dollar. Les pays peuvent désormais utiliser le yuan, ou même leur propre monnaie locale, pour commercer directement avec la Chine, et le besoin structurel de détenir et d'accumuler des dollars diminue mécaniquement année après année. Les données sur l'or confirment d'ailleurs que cette tendance de fond s'accélère nettement. 82% des banques centrales à travers le monde détiennent désormais de l'or physique dans leurs réserves officielles, contre seulement 71% il y a à peine un an, une progression fulgurante. 30% des banques centrales interrogées prévoient même d'augmenter significativement leurs allocations en or dans les 12 à 24 prochains mois. Et avec la récente baisse des prix sur les marchés, elles vont probablement en profiter pour en acheter encore davantage à des prix plus intéressants. Les banques centrales s'attendent d'ailleurs à ce que l'or s'échange entre 5 000 et 6 000 dollars l'once d'ici le milieu de l'année prochaine, des niveaux historiquement élevés. Et le fait qu'elles continuent d'acheter aussi agressivement même à ces niveaux en dit très long sur leur confiance réelle, à long terme, envers le système du dollar tel qu'il existe aujourd'hui. Tout ce qui sort actuellement de la Maison Blanche peut être compris, avec un minimum de recul, comme une vaste campagne de communication soigneusement coordonnée. Tout l'agenda politique et médiatique vise à maintenir les marchés financiers au sommet et à projeter une image de force inébranlable du dollar au reste du monde. Et honnêtement, il n'y a rien de fondamentalement mal à promouvoir avec confiance sa propre économie et sa propre monnaie sur la scène internationale. Tous les pays du monde font ça, à des degrés divers, c'est une pratique universelle en diplomatie économique. Mais il faut le reconnaître pour ce que c'est réellement, un numéro de spectacle savamment orchestré, une mise en scène destinée à rassurer. Ça ne garantit absolument pas que les résultats aussi optimistes que promis vont réellement se concrétiser sur le terrain économique. Besant peint actuellement le tableau le plus optimiste possible de l'économie américaine, dans un exercice de communication assez remarquable. C'est ce que je répète depuis le début de la conférence sur l'Iran. On va s'en sortir. L'inflation va redescendre. Elle est largement dominée, comme vous l'avez dit, par le prix de l'essence. Et dans beaucoup d'États, on revoit des prix autour de 3,50 $ pour les consommateurs. Et écoutez, on sait tous que l'administration précédente a connu la pire inflation en 47-49 ans. On était à un niveau très élevé, mais on avait vu une vraie croissance des salaires réels pour les travailleurs américains chaque mois, sous la présidence de Trump. Mais l'étude des banques centrales, le déficit agricole abyssal, l'urgence des engrais, et ces fameux 30 points de base sur les bons du Trésor dressent collectivement un tableau bien différent, beaucoup plus sobre et inquiétant que celui présenté à la télévision. Et la question de savoir si les États-Unis peuvent réellement préserver leur domination monétaire mondiale, à ce stade, très incertaine, malgré tous les efforts de communication déployés par l'administration. Franchement, le monde ne semble même plus vraiment s'en soucier dans les faits. Les banques centrales continuent tranquillement de se diversifier, peu importe ce que dit Besant ou Trump devant les caméras. Alors dites-moi ce que vous en pensez vraiment dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo. Bon, est-ce que l'Iran va vraiment céder et obéir aux exigences américaines en achetant massivement leurs produits agricoles ? Et est-ce que les banques centrales vont continuer, année après année, à s'éloigner progressivement du dollar? Vont-elles stocker encore plus d'or dans leurs coffres? Bon. Et vont-elles accumuler encore davantage de yuan chinois dans leurs réserves? Dites-moi tout ça en commentaire. J'aimerais vraiment connaître votre avis sur cette question. Et si cette vidéo vous a plu et vous a aidé à y voir plus clair dans cette actualité complexe, pensez à liker, à vous abonner et surtout à la partager avec quelqu'un qui pourrait en profiter. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour suivre notre traversée de cette période économique si particulière.